Les auteurs se basent sur les processus conscients chez les humains pour vérifier la présence de la conscience chez les animaux. Selon eux, il y a bel et bien des processus conscients chez les animaux. Pour prouver leur idée, ils se basent sur les processus psychologiques de la vie animale. Les animaux adaptent leur comportement en fonction des situations qu'ils vivent. Ce processus cognitif est à l'origine des émotions. Des études chez les moutons ont démontré que les événements émotionnellement chargés sont plus facilement mémorisés. Ainsi, cette relation entre les émotions et la cognition chez les animaux nous invite à leur reconnaître une conscience. La métacognition, c'est la capacité d'avoir conscience d'avoir conscience. Jusqu'à présent, les études semblent pointer vers le fait que les animaux sont capables de juger de leur propre état de connaissance. Par exemple, lorsqu'on demandait à des rats d'effectuer une tâche, ils l'effectuaient, mais si le niveau de difficulté de cette même tâche était augmenté, ils refusaient de la compléter. Par contre, on ne sait pas s'ils sont vraiment dotés de processus mentaux complexes ou de simples processus associatifs. La croyance actuelle veut que les animaux soient coincés dans le présent et donc ne pourraient pas se souvenir du passé ni l'utiliser pour planifier l'avenir. D'un autre côté, ils présentent des expériences basées sur le souvenir de l'animal du où, quoi et quand, associés à des événements qui sont personnellement arrivés à l'animal. Les animaux ne seraient pas des automates. Leur comportement résulte de l'association de plusieurs éléments du contexte et des relations sociales. Pour appuyer leur point, ils rapportent notamment que les rats sont capables d'empathie et que certains animaux, comme l'écureuil gris, utilisent des cages trompeuses en fonction des animaux qui sont présents. Si les effets d'autres individus peuvent influencer le comportement individuel, alors est-ce qu'un individu perçoit comment les autres sont attentifs à son comportement? Les animaux se basent sur leur expérience de vie préalable avec l'humain pour construire une relation. Que celle-ci soit positive ou non, le fait que l'animal ait une réponse appropriée, comme de l'apaisement ou de la crainte, démontrerait des processus conscients. Cette section a aussi mis en lumière l'importance de l'anthropomorphisme chez l'humain, soit le fait d'attribuer un large éventail d'émotions chez leur animal et de les interpréter de façon similaire à leurs propres émotions. Cela donne une fausse impression d'état conscient et teinte le jugement. Par rapport au cerveau, tout comme chez les humains, il existe différentes zones qui semblent plus importantes pour générer une conscience chez les animaux. Ces différentes zones peuvent ou non être similaires à celles des humains selon l'architecture particulière de l'espèce. Cependant, les auteurs mettaient beaucoup de l'avant le principe que la conscience est une propriété émergente du cerveau et qu'elle n'est pas un phénomène homogène. Somme toute, les auteurs concluent qu'il y a présence de propriétés comportementales et neuronales compatibles avec la participation des processus conscients chez certaines espèces. Une des plus grosses critiques qu'on a à propos de notre chapitre est le fait que les auteurs n'ont pas défini clairement le terme « la conscience ». Les auteurs mentionnent que la conscience, c'est une connaissance qui est vécue par le sujet, puis c'est un processus dynamique, mais ils ne mentionnent pas comme une définition super claire. Ça peut être super problématique, surtout pour un terme qui est aussi abstrait que la conscience, puisque ça peut engendrer des malentendus au sein de l'auditoire. Nous pensons que c'est hyper important de définir le terme la conscience pour que tout l'auditoire ait la même compréhension. Il y a plusieurs articles dans la littérature discutant la conscience animale qui définit ce terme vraiment précisément, puis au début de leur article. On peut prendre l'exemple de l'article The Neuroethological Paradox of Animal Consciousness, écrit par Dr. Gutford, qui lui précise dès les premières phrases de son article ce que la conscience veut dire pour lui. Il la définit comme une capacité à être conscient de nos expériences et d'être capable d'avoir des sentiments internes. Juste le fait d'avoir omis cette définition, ça a créé beaucoup de confusion à travers notre équipe, puis je pense que c'est un gros point faible du chapitre. Le chapitre en général présente aussi à plusieurs reprises du raisonnement inductif. Il part d'observations particulières pour aboutir à une conclusion qui a une portée générale, ce qui n'est pas vraiment suffisant pour faire de telles extrapolations. On peut retrouver un exemple de ça dans leur argumentation que les animaux sont dotés de mémoire épisodique. Mais la réalité, c'est qu'ils en présentent juste un seul aspect, alors que vraiment la mémoire épisodique en comprend plusieurs autres qui ne sont pas abordés dans le chapitre. Un article de 2019 le démontre bien.
L'article en question, intitulé Episodic Memory in Non-Human Animals, présente un échange dans lequel les auteurs déplorent l'utilisation exclusive des tests quoi ou comment, mentionnés plus tôt. Parce que véritablement, c'est qu'ils sont très limités. Précisément, ils sont pas nécessaires ni suffisants pour prouver que les animaux possèdent la mémoire épisodique. Par exemple, même moi, je peux me souvenir de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petite, sans pourtant me rappeler des détails exacts. Mais ça veut pas dire que je peux pas utiliser cet événement-là pour planifier mon avenir. Et clairement, ça veut pas dire non plus que j'ai pas de capacité pour une mémoire épisodique. Ce qui démontre, d'une manière parmi tant d'autres, le problème avec leur utilisation abusive du raisonnement inductif comme preuve. On estime également que l'article est pas très nuancé. On mentionne que les animaux expriment un large éventail d'émotions. Par contre, les expérimentations représentent seulement des émotions simples, donc peur, faim, etc. À notre avis, le terme large est pas très approprié ici. L'article Mice Learn to Avoid Regret utilise une émotion complexe, le regret, pour décrire les souris. Mais même ici, on nuance pas vraiment cette émotion. Est-ce que c'est vraiment du regret ou du renforcement positif? C'est dur de le savoir. Le chapitre mentionne aussi que les rats sont pourvus d'empathie. Par contre, un article de 2018 met en doute ces conclusions, en soulevant des biais dans l'étude initiale, et conclut plutôt que les rats sont motivés par la recherche de contact social et non par l'empathie. L'article Does a rat free a trapped rat due to empathy or sociality rapporte qu'un rat libre ne montre pas de préférence lorsqu'il est confronté à choisir entre libérer un rat dans une pièce avec capacité de mouvement versus un rat piégé dans un tube de contention dans une autre pièce, donc en détresse. Cette absence de préférence montre un comportement basé sur la poursuite de contact social et non sur l'empathie. Par conséquent, on estime que globalement, le chapitre perd beaucoup de crédibilité en omettant d'importantes nuances dans leur argumentation, alors qu'elles sont très importantes pour une compréhension et une analyse adéquate de la conscience animale. Et cependant, des points positifs à notre chapitre, on a trouvé que lorsque les auteurs présentent certaines études, ils sont eux aussi un peu réticents à accepter les conclusions de ces certaines études-là. On peut prendre l'exemple de l'étude qui a été présentée dans la section de métacognition, où est-ce que les chercheurs demandent à des rats de différencier entre deux sons, un son aigu et un son grave, en pesant deux leviers différents. Lorsque les chercheurs rendent la tâche plus complexe, ils rajoutent un levier que les rats peuvent peser si ils trouvent que la tâche est trop difficile pour eux et qu'ils préfèrent ne pas répondre. Le seul petit hic là-dedans, c'est que lorsque les rats pèsent ce levier-là, lorsqu'ils refusent de répondre, ils reçoivent quand même une récompense. Fait que ça relève beaucoup de questionnements. Est-ce que les rats sont vraiment capables d'avoir des processus mentaux qui sont complexes ou est-ce qu'ils se disent « je trouve que c'est trop difficile, je préfère ne pas répondre à la question » ou est-ce que simplement ils font des associations ou est-ce que je sais si je clique ça, je vais avoir une récompense. Je pense que les auteurs de cet article font une bonne job de parler de cette faille qu'on voit souvent dans les études faites chez les animaux. Puis le fait que les auteurs précisent vraiment cette faille démontre qu'ils sont vraiment conscients des limitations qui sont présentes dans la recherche faite chez les animaux, surtout en conscience animale. Un autre point positif de notre article, c'est de la manière que les auteurs abordent le concept global de la conscience. Autrement dit, ils analysent la conscience à travers différents aspects. Puis je pense que c'est vraiment bien qu'ils ne voient pas la conscience comme étant soit t'en as une, soit t'en as pas. C'est noir ou blanc, puis il n'y a aucune zone grise. Mais le fait qu'ils abordent ces différents aspects-là, ça rend leur idée globale de la conscience plus facile à accepter. Puis comme on l'a vu dans plusieurs autres articles qu'on a trouvés, particulièrement lui qui se nomme Dimensions of Animal Consciousness, qui est écrit par Birch et al. Eux, ils disent clairement que lorsqu'on analyse la conscience des animaux, on a besoin d'avoir une échelle qui est multidimensionnelle pour être capable de classer les différents états de conscience des animaux. Ça permet à chaque animal d'avoir leur profil de conscience, puis de pas nécessairement comparer les différentes espèces aux autres. Pour notre critique générale de l'article, on a trouvé que les auteurs ont souvent adopté des raisonnements qui sont très inductifs, qui ont eu tendance à faire des conclusions beaucoup plus élaborées que ce que leur observation leur permettait. Puis pour ces points-là, on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, puis c'est pour ça qu'on peut pas, c'est impossible pour nous d'adhérer aux points que les auteurs ont apportés dans ce chapitre. Cependant, on n'est pas opposé à l'idée de l'existence de la conscience chez les animaux. Il faudrait peut-être juste plus de recherche, puis plus de recherche qui est mieux fait. À plusieurs endroits dans le monde,
Comme ici, chez nous, au Québec, la situation des animaux a grandement changé au cours des dernières années. Prenons par exemple le véganisme ou le végétarisme qui ont grandement augmenté en popularité. Prenons les lois ou les sanctions très sévères concernant ceux faisant de la maltraitance animale, les manifestations, les mouvements pour le bien-être animal, les produits cosmétiques étant exempts de tests sur les animaux. Malgré tous ces avancements, il y a encore plusieurs situations au Québec créant de grandes polémiques. Prenons par exemple leur utilisation dans les laboratoires pour les tests pharmaceutiques et développer les médicaments. On vient à se demander, et s'il était prouvé, hors de tout doute, que les animaux ont bel et bien une conscience, ou autrement dit, ont des capacités cognitives supérieures à celles qu'on leur a attribuées il y a de ça plusieurs années. Est-ce que ça changerait la façon dont on les traite? Est-ce que ça changerait la façon dont on les utilise? Nous avons demandé à plusieurs Québécois de différents milieux de se pencher sur cette question. La façon dont on les traite, j'aurais de la difficulté à dire qu'il y aurait un réel changement parce qu'il y a tellement d'industries qui dépendent sur l'utilisation des animaux pour qu'elles fonctionnent. Tu sais, je pense par exemple à la recherche. Il y a des études qui sont faites sur les animaux, puis c'est pas des études qu'on ferait sur des humains. Ça, c'est sûr que non. On pense à une balance décisionnelle, là, le risque versus l'avantage de protéger les animaux là-dedans, mais ce serait de mettre des humains. On se dit que c'est mieux de tester sur les animaux puis de faire de la recherche sur les animaux en premier avant d'exposer les humains à ce risque-là. L'objectif premier, c'est de protéger les humains, donc c'est bien triste à dire, mais c'est comme ça que la science fonctionne. Oui, je crois que ça changerait les choses, certainement. Si les animaux avaient une conscience, ma vision d'eux changerait. Je me sentirais moins à l'aise de les utiliser. J'irais même jusqu'à dire que je pourrais plus les utiliser. Moi, je pense que c'est certain qu'une preuve hors de tout doute, la conscience animale viendrait complètement bouleverser nos rapports avec les animaux, autant personnels. Maintenant, quand tu fais bouillir ton homard, t'as un peu l'impression que c'est de l'ordre des ormeaux, mais aussi et surtout à un niveau industriel. Et je verrais ça très dur pour le gouvernement à continuer de réchigner envers les forces environnementalistes qui essentiellement leur demandent de légiférer pour donner plus de droits aux animaux et arrêter un peu l'élevage, donc abattage industriel des animaux pour consommation humaine. En général, avec tous les témoignages que nous avons reçus, les opinions étaient très partagées. En fonction des 3 que nous vous avons présentés, ceux qui penchaient plus pour le oui en réponse à cette question mentionnaient que soit leur propre vision des animaux changerait ou que le changement pourrait même être au niveau industriel et ou gouvernemental. De notre côté, Alexandra présente une idée qui est partagée par plusieurs personnes qui répondraient non à cette question. En effet, au niveau de la recherche, il n'y a aucune issue puisque l'idée du spécisme vient complexifier la chose. En effet, ce principe mentionne que l'espèce à laquelle un animal appartient, comme l'espèce humaine par exemple, est un critère suffisant et pertinent pour déterminer les droits qu'on lui accorde. Donc, puisqu'il serait impensable d'utiliser les humains en recherche, nous serions dans l'obligation d'utiliser les animaux encore une fois. Il y a donc clairement une impasse entre l'éthique humaine et l'éthique animale.